Dear fellow Toastmaster, ici Patrice, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te partage ma conversation avec Eric Ba. Eric Ba est membre de Toastmasters, il est également auteur. Dans cette conversation, on parle de son expérience chez Toastmasters et également de 2 livres qu'il a publiés tout récemment sur le thème de la prise de parole en public. Si tu veux connaître la méthode incroyable d'Eric pour écrire un livre en 5 semaines seulement, alors écoute bien jusqu'au bout. Salut Eric, comment ça va? Bonjour Patrice, ça va très très bien, je te remercie. Et toi? Ça va pas trop mal, on va dire que ça va pas trop mal. Donc tu me disais que tu es en Bourgogne, c'est ça? Oui, exactement, oui. Je suis en Bourgogne. Donc, donc tu Je as suis installé à déménagé, tu as Joigny. quitté la région parisienne. Oui, c'est ça, j'ai quitté la région parisienne pour m'installer un petit peu plus loin. Bon, je suis quand même qu'à 1h15 de Paris en train, donc ça va. D'accord, t'es pas trop loin. Ok, bah écoute, c'est un plaisir de te poser des questions, de t'interviewer, de t'inviter sur ma chaîne. Il y a pas mal d'actualités en ce qui te concerne. D'ailleurs, l'idée, en fait, c'était que je te pose des questions il y a peut-être 2 mois, à l'occasion de la sortie d'un de tes livres qui s'appelle, je l'ai juste là, qui s'appelle L'ouverture du discours. OK? Alors, je sais que tu vas très vite et que au moment où je te parle, là, tu viens tout juste de sortir un nouveau livre qui s'appelle Le final du discours. C'est bien ça? Exactement, oui, il vient de sortir, il est sorti le 1er septembre, je crois. Très bien. On aura l'occasion donc de parler de ces 2 ouvrages pendant notre échange. Mais d'abord, pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que moi, je sais que tu as pas mal de casquettes, tu as pas mal de cordes à ton arc. Comment est-ce que tu te présentes quand on te pose la question, Eric, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça dépend évidemment du public auquel j'ai affaire. Ouais, Ça dépend du contexte en fait. Là, en ce moment, le plus souvent, je dis que je suis auteur de livres. d'accord. Très bien. Parce que c'est vraiment mon activité principale en ce moment. Je fais que ça, j'écris toute la journée. Là, j'écris le troisième livre. Ouais, ok, Donc c'est mon activité principale. très bien. Donc, tu es membre Toastmasters, ou bien tu étais membre Toastmasters. Je suis toujours membre Tu es de toujours Toastmasters membre? depuis, oui, depuis 2017. Très bien, ok. Ben, on va parler un petit peu de ça. Donc, au début de ton livre, tu parles d'une conférence, d'accord, qui ne s'est pas très bien passée, en tout cas qui ne s'est pas passée aussi bien que tu avais prévu. Et c'est cette, cette expérience qui t'a donné envie d'être meilleur à l'oral. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce moment-là, cette expérience-là? Oui, c'est une conférence qui était prévue pour inciter des gens à s'inscrire à une formation que je donnais. Je donne une formation sur le bien-être, comment prendre soin de sa santé, comment être dans la prévention, sur des sujets comme le yoga, la respiration, la méditation, etc. Et on va dire 2, 3 semaines avant l'événement, il n'y avait pas assez d'inscrits, donc l'organisatrice de cette formation m'avait proposé de donner une conférence dans son établissement. Et il y avait 50 places à peu près, on a refusé du monde, hein, même. Et j'ai donné cette conférence, il était prévu que ce soit 2 heures de conférence, ce qui est un peu fou pour une première conférence. Et au bout de 45 minutes, j'avais dit tout ce que j'avais à dire, parce que j'avais insuffisamment préparé, je n'avais pas assez répété. Et mon discours était très mal structuré, enfin c'était vraiment la bérésina. Donc j'ai fait 1h15 de questions-réponses. Et heureusement, dans la spontanéité des questions-réponses, je m'en suis plutôt bien sorti. Donc les gens sont repartis satisfaits. Mais moi, en revanche, je n'étais pas du tout satisfait de ce que j'avais donné comme conférence. Et j'ai découvert à cette occasion que le métier de conférencier, c'est pas du tout le même que le métier de formateur. Tous les deux prennent la parole, mais c'est pas du tout pareil en fait. Donc comme on avait refusé du monde, on avait prévu une autre conférence 2 semaines plus tard. Et entre Mhm. les deux, je me suis dit, faut que je m'améliore parce que je ne peux pas en rester là. Et je me suis acheté un livre que tout le monde connaît, je pense, de Dale Carnegie, qui s'appelle Comment parler en public. Ouais, Je l'ai lu à plusieurs reprises, j'ai surligné des choses, j'ai bien pris note de la façon dont je pouvais m'améliorer. Et la deuxième fois, ma conférence était mieux. Mais bon, c'était encore pas le top, hein. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je m'inscrive à une formation. Et j'ai fait des recherches et je suis tombé sur Toastmasters. Entre autres, il y avait d'autres formations que j'ai trouvées, mais qui étaient des formations sur 3 jours, 5 jours. Et moi, je sentais que j'avais besoin de plus de temps pour intégrer les fondamentaux de la prise de parole.
Et Toastmasters me paraissait tout à fait convenir à mes besoins avec des réunions une fois tous les 15 jours ou une fois pour les semaines selon les clubs. Moi, justement, je choisis un club qui se réunissait beaucoup, une fois par semaine, pour pouvoir avancer le plus vite possible. D'accord. Alors, si je ne me trompe pas, tu n'y es pas allé avec le dos de la petite cuillère et tu t'es inscrit à plusieurs clubs et un petit peu pour avoir davantage donc, d'occasions de pratiquer. Et à combien de clubs tu t'es inscrit en tout? Je me suis inscrit à 5 clubs au total, parce que dans le club où j'étais, et c'est la même chose, c'est même pire dans d'autres clubs, dans le club où j'étais, où pourtant on se réunit toujours une fois par semaine, avec le nombre de membres qui étaient présents, il fallait attendre grosso modo 4 ou 5 semaines pour faire un nouveau discours. Et moi, je ne pouvais pas attendre 4 ou 5 semaines, j'avais envie d'en faire toutes les semaines, et donc je me suis inscrit à 5 clubs, et il m'arrivait certaines fois de faire 4 discours dans la semaine. 4 discours différents. 4 discours différents dans la semaine. Waouh. Donc là, typiquement, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut avoir suffisamment de temps pour ne serait-ce que préparer 4 discours différents dans une semaine? Là où souvent je vais parler pour moi, pendant très longtemps, ça me prenait vraiment mais, beaucoup de temps pour, un, trouver un sujet, deux, structurer mes idées, trois, préparer le contenu, les illustrations, les exemples, l'accroche, etc. Et alors, j'avais tendance, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais je m'améliore, j'avais tendance à me surpréparer de sorte que le jour J soit vraiment, mais alors vraiment prêt. Donc toi, comment est-ce que tu as fait pour être aussi productif? Bon, c'est vrai que je me préparais beaucoup, mais comment j'étais productif? En fait, par un réflexe que j'ai depuis que j'ai été informaticien puis consultant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que je vais répéter 2 fois la même tâche, je fais en sorte de construire une méthode qui me fasse gagner du temps. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis mis au point une méthode avec une grille qui me permettait d'avancer très vite et qui m'a permis d'arriver à une durée de rédaction de 6 heures. Voilà, je mettais 6 heures pour rédiger un discours, 3 heures de plus s'il y avait des recherches, et je mettais 3 heures à le maîtriser ensuite à l'oral. Donc sans recherche, ça me prenait 6 heures de travail en fait. D'accord. Bon, alors les gens qui vont écouter cette vidéo, ils vont se dire, mais c'est quoi cette méthode, Eric? Alors, sans la dévoiler dans son intégralité, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ta méthode? Oui, les grands livres. De toute façon, j'écrirai un livre sur le sujet, donc vous aurez un jour connaissance de cette méthode-là. Mais les grandes lignes, c'est comment dire, penser son discours en termes de message. Déjà, quel est le message principal que je veux donner? Et ça doit être une phrase comme on l'a dit tous les jours, hein, avec un sujet, un verbe, un complément. Et puis ensuite, de décomposer ce message en plusieurs messages, et chaque message sera une partie du discours, un chapitre du discours. Et ensuite, quand on a chacun des messages, on peut dire le message tel qu'on l'a écrit, ou bien le dire autrement, et ensuite trouver les éléments qui vont permettre d'étayer ce message, et puis les arguments qui sont des exemples, une citation, une autorité, un témoignage, peu importe, qui vont venir renforcer ce message. Et à la fin de ce paragraphe-là, on reprend le message en le reformulant une fois qu'il a été bien étayé et bien appuyé par des arguments. Voilà en gros, hein. Ok, très bien, d'accord. Écoute, dit comme ça a l'air simple. Bah, je serais intéressé donc de voir donc cette méthode détaillée dans un futur livre. Ouais, dans un an, mettons, j'en ai d'autres à écrire avant, mais dans un an, je pense que je Ouais, l'écrirai. Oui. ouais. Bah, je résiste pas à l'idée d'aborder ce sujet de cette frénésie d'écriture. Parce que donc tu en as sorti un avant l'été, tu en sors un au 1er septembre, tu en as sorti d'autres il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc j'ai l'impression que tu es Mhm. vraiment dans une démarche donc, de partager tout ton savoir, toute ta connaissance dans différents ouvrages. Quel est le moteur derrière tout ça? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui t'a lancé voilà, dans cette entreprise-là de produire, d'écrire des ouvrages? Mais plusieurs choses. La première, déjà, c'est que j'adore écrire. J'écris depuis l'âge de 17 ans. J'ai commencé par écrire des poésies classiques. Puis ensuite, j'ai été musicien, donc j'écris des chansons en français, en anglais. Puis je suis revenu à la poésie, mais plutôt moderne. J'ai été pigiste à un moment donné, donc j'écrivais des articles pour un magazine mensuel. J'ai fait des relations presse, donc j'écrivais des communiqués de presse. J'ai travaillé dans l'édition à un moment donné et je rédigeais les quatrièmes de couverture des livres.
J'ai fait des blogs, enfin voilà, j'ai toujours écrit, donc j'adore ça. Et le livre, c'est une plus grande entreprise encore qui était encore plus excitante. Et le deuxième aspect, c'est que j'aime bien partager des informations. Donc j'ai été formateur parce que j'aime bien apporter des choses aux autres, partager avec les autres. Et le livre, c'est une façon de partager avec les autres en grand nombre. On touche plus de gens que dans une conférence, par exemple. Mhm. Très bien. Alors, retour chez Toastmasters. Donc, tu as été Oui, inscrit. Donc, enfin, est-ce que tu es membre des 5 clubs encore ou tu n'en as gardé que un ou deux? j'en ai gardé qu'un, mais je vais peut-être en prendre un deuxième. Ouais. Oui. Ok. Alors, en plus d'être membre ou d'avoir été membre de 5 clubs, tu n'as pas fait que ça. Je sais que tu as pris des responsabilités au sein de un ou plusieurs clubs en tant que président, peut-être. Je sais que tu as été également président de secteur, directeur de secteur. Est-ce que tu peux nous partager quelles ont été tes missions en dehors de la mission d'être membre Toastmasters? Bah, en tant que directeur des secteurs, c'est d'aider les clubs dans tous les domaines. En fait, très souvent, c'est en communication, dans le recrutement, c'est là le plus qu'on les aide. Et puis aussi comprendre les standards de Toastmasters. En plus, j'étais directeur des secteurs avec un secteur qui regroupait essentiellement des clubs d'entreprise. Donc des gens qui sont pas qui sont moins totalement immergés, je veux dire, dans la culture de Toastmasters que les autres, parce qu'en plus ça se passe sur leur lieu de travail, et c'est plus difficile pour ces clubs-là de motiver les gens à venir aux réunions, parce que ça se passe entre midi et deux la plupart du temps, et que bah, quand on est sur le lieu de l'entreprise, on a toujours une réunion à faire, un rapport à rendre, et on a tendance à faire passer la réunion Toastmasters après son travail, bon, ce qui se conçoit, hein. Donc les gens ne sont pas déconnectés de leur travail, en ce sens où dans un club de ville, comme on dit, les gens sortent de leur travail et ils vont dans un endroit, et là ils sont dans une sphère Toastmaster, ils ont coupé leur travail, ils peuvent vraiment s'immerger. En entreprise, c'est un petit peu différent. Donc la difficulté, c'était d'aider les clubs à motiver les troupes et à inciter les gens à s'inscrire. D'accord. Et est-ce que tu as réussi dans cette mission? Alors, j'avoue honteusement que je n'ai pas réussi, parce que Euh, une, c'est difficile, mais c'est pas une excuse. Mais l'autre excuse, c'est que le confinement est arrivé et ça, c'est devenu très compliqué. Alors, déjà, c'était compliqué, mais alors à distance. Et il y a pas mal de clubs, d'entreprises qui ont renoncé à faire des visioconférences. Ils sont en visioconférence toute la journée, donc faire une réunion entre passeurs en visioconférence, c'était pas la peine d'y songer. Eh ouais, eh ouais. Personnellement, j'ai un petit peu, euh, enfin, à moitié décroché. J'ai toujours été très assidu dans mon club, hein, lorsque les réunions étaient en présentiel. Lorsqu'on est passé en distanciel, ça a été un peu plus difficile et j'ai été beaucoup moins assidu. Clairement, l'expérience n'est pas aussi riche, aussi belle qu'en présentiel. Bah, écoute, pour ma part, je peux dire la même chose. J'ai décroché aussi. J'ai fait une réunion en visioconférence et ça m'a pas plu. Donc j'ai arrêté en fait. Je vais reprendre là bientôt en présentiel. Ouais. Enfin, j'ai déjà fait une réunion la semaine dernière. J'étais invité par un autre club colombien et j'ai fait un discours. Mais clairement, moi, je me suis inscrit à Toastmasters pour la prise de parole en public et pas pour la prise de parole devant un petit trou noir là, dont on ne sait Ouais. même pas qui est derrière. Et non, non, ça m'a pas plu du tout. Et ce que j'aime dans la prise de parole en public aussi, parce que j'ai été musicien, c'est d'être sur scène. Moi, je trouve ça très excitant d'être sur scène. Et Ouais. parler devant un écran, honnêtement, ça m'excite pas du tout. Ouais. OK. Eric, tu as décroché la plus haute distinction chez Toastmasters International, qui est le DTM. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux rappeler aux gens ce que c'est et éventuellement, qu'est-ce qui t'a poussé à aller décrocher ce Graal? Ce qui m'a poussé à décrocher ce Graal, c'est le fait qu'il y avait un but en fait. Moi j'aime bien avoir un objectif dans un projet. Donc j'avais un objectif personnel, c'était de m'améliorer. Mais m'améliorer, bah, jusqu'à quand ça s'arrête, en fait, on peut toujours continuer. Et là, le fait qu'il y ait cette carotte, je veux dire, ça m'a extrêmement motivé. Moi, j'adore ce genre de choses. Et j'ai découvert tardivement que ça existait, le DTM. J'ai découvert au bout d'un an, en fait. Au bout d'un an, j'ai découvert qu'il y avait ça. Et je me dis, ah, mais chouette, je vais me lancer dans cette course. Et c'est un parcours qui est vraiment, vraiment long. Il faut faire, je crois, une quarantaine de discours, si je me souviens bien. Il faut donner des formations, il faut organiser un événement, il faut être directeur de secteur, il faut être mentor d'un club, c'est-à-dire le soutenir dans son quotidien.
Peut-être que j'oublie encore des épreuves, mais il y a pas mal d'épreuves, ce qui fait que la plupart des gens mettent 8-10 ans pour atteindre cet objectif-là. Eh ouais. Et, et bon, moi, j'étais très motivé avec les 5 clubs, évidemment. J'ai pu avancer plus vite et je l'ai obtenu en 3 ans. Donc, c'était un travail énorme. Et ce qui était vraiment réjouissant, c'était tout le parcours. Ce qui est étrange, c'est que quand j'ai reçu le DTM, c'est une plaque, hein, c'est une jolie plaque, elle est en bas là, je n'irai pas la chercher, mais bon, c'est une jolie plaque, c'est vrai. Et je l'ai reçu ça par la poste, ça pèse assez lourd, c'est encadré dans du bois, et quand je l'ai sorti et que je l'ai vu, donc je l'ai Ouais. reçu, on va dire, 2 mois après avoir obtenu le DTM, avoir franchi la ligne d'arrivée, je l'ai ouvert, je l'ai regardé, et en fait, ça m'a rien fait. J'ai été étonné, ça m'a rien fait parce que ce qui était excitant, c'était tout le parcours. J'ai pris Ouais. énormément de plaisir à faire le parcours, mais Ouais. recevoir la récompense, en fin de compte, je m'étais dit, ouais, je vais le partager sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai même pas partagé. Je veux dire, Ah, vous ne trouvez aucune trace sur Facebook ou sur LinkedIn de mon DTM, parce que ce qui était vraiment bien, c'était tout le ah. chemin. Ouais. Ouais. Ça, c'est super important comme partage, hein, pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, rejoindre Toastmasters dans l'idée de s'améliorer en prise de parole, ok, c'est bien. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup font. Mais viser un objectif précis, un truc qui va nous driver, va nous permettre, je pense, d'évoluer beaucoup, mais alors beaucoup plus vite. Et tu en es un très bel exemple. Donc, vraiment, bravo. Bravo. Ouais. Non, mais c'est très bien que cette récompense existe, ce niveau de distinction. Bon, il n'a pas tellement de valeur en France. Aux États-Unis, il paraît qu'il a une bonne réputation, mais en France, pas tellement de valeur. Mais il a au moins un côté positif, c'est d'amener les gens à avancer vers un but. Ça, c'est très important. Ouais. Et se Ok. donner aussi une date à laquelle on va réussir. Voilà. Juste se dire, je vais passer les thèmes, c'est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait un délai. C'est là qu'on ça permet d'avancer, en fait. Tant qu'on n'a pas de délai, le projet se délite et Ça, il peut durer très longtemps. c'est ça. Il faut penser objectif SMART, hein, Voilà, c'est ça. spécifique, mesurable, atteignable. Le R, c'est réaliste et le T, c'est temporel. Ouais, Oui. ouais, très bon exemple. Côté livre, donc je me suis régalé en lisant cet ouvrage. Comment démarrer son discours, comment entamer sa prise de parole? Ben, c'est une question que, évidemment, on se pose. Comme on dit souvent, hein, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Ben, quand on prend la parole, c'est un peu la même chose. Son accroche, hein, on va la faire qu'une seule fois, et si elle est ratée, bah, potentiellement, ça va saper toute la suite de la prise de parole. Donc, d'où l'importance de soigner les tout premiers mots qui vont sortir de notre bouche quand on prend la parole. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur ce sujet spécifiquement? Ce qui m'a donné envie, encore une fois, c'est Toastmasters. Je dois énormément à Toastmasters. Je veux dire, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour cette organisation et pour cette méthode. Ce qui m'a donné envie, c'est Toastmasters. Pourquoi? Parce que dans le parcours DTM, comme je l'ai dit, il y a 2 formations à donner. Et on choisit ces 2 sujets parmi, je sais pas, il y a 10 sujets, je crois. Et j'ai choisi l'introduction du discours et la conclusion du discours. Voilà, c'est les 2 sujets que j'ai choisis. Et donc il y a toujours un squelette qui est donné pour les formations de Toastmasters. Donc dans le squelette de la formation sur l'introduction, il y avait 11 techniques d'introduction qui étaient citées. Donc en préparant, j'en ai trouvé 9 autres. Donc je suis arrivé à 20 comme ça. Et j'ai fait ma formation. Je ne sais plus combien de temps ça dure, peut-être 15 minutes. Et puis, je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire, en fait. C'était pas assez. Je sentais que j'avais plus de choses à dire. Et puis, j'ai donné l'information sur la conclusion. Je suis arrivé au même résultat. Je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire parce que j'avais fait pas mal de travail personnel. Et je me suis dit, je vais écrire un livre qui va s'appeler Structurer votre discours. Mhm. Et donc, j'ai commencé à écrire ce livre. Et j'ai vu tout de suite qu'il allait être volumineux, énorme. Et donc, comment dire, indigeste et invendable du coup. Alors j'ai décidé de le séparer en plusieurs livres, donc il sera en 6 livres en vérité, et le premier livre étant l'ouverture du discours. Alors, ensuite j'ai commencé à faire des recherches et je me suis aperçu qu'aucun livre n'existait sur ce sujet-là, ni en français ni en anglais. Il y a bien sûr plein de livres sur la prise de parole en public qui consacrent un chapitre ou quelques lignes à l'introduction du discours, mais aucun ne se consacre intégralement à ça. Donc
Ça, c'est pas toujours un bon signe en fait, hein. Quand on s'aperçoit qu'il y a rien, c'est soit qu'il n'y a pas de marché, et donc les gens ne sont pas intéressés, soit qu'au contraire, personne n'y avait pensé. Donc Mhm, j'ai pris la deuxième option, je me suis dit peut-être que personne n'y a pensé, mhm. ou personne n'a pris le temps de se pencher sur cet aspect-là. Ouais. Et j'ai écrit le livre, et j'ai continué les recherches, et je suis arrivé finalement non plus à 20 techniques d'ouverture, mais à 28 techniques d'ouverture. Et Mhm. j'ai construit ça avec une méthode. Ok. Non, moi, j'ai le sentiment que effectivement, c'est la deuxième option. Tu es un pionnier. Et donc, cet ouvrage, comme les 5 autres à suivre, seront ouais, forcément de très bonnes ressources pour qui veut soigner sa prise de parole. Combien de temps tu as mis pour écrire ce premier livre? J'ai mis 5 semaines, mais alors c'est très court, hein, mais en fait, il ne faut pas le voir en nombre de semaines. Si je dis 5 semaines, effectivement, on pourrait ne pas me croire. Il faut plus le voir en nombre d'heures. Pour, euh, pour écrire, et c'est ce que je fais maintenant tout le temps, parce que j'écris tout le temps, je me mets dans un mode de vie assez particulier, je bascule en sommeil polyphasique. Le sommeil polyphasique, alors le sommeil normal, hein, le commun des mortels, dans notre époque moderne, adopte un sommeil monophasique, c'est-à-dire c'est dormir en une seule période, une grosse période, la nuit en général. Autrefois, le sommeil naturel, c'était plutôt le sommeil biphasique, une nuit plus une sieste l'après-midi. Il y a encore des peuples qui ont gardé ces traditions-là. En Espagne, par exemple, on fait couramment la sieste. Et puis, au-delà de 2 périodes, ça s'appelle le sommeil polyphasique. Et c'est un mode de sommeil qui est adopté par exemple par les navigateurs qui ne peuvent pas se permettre de laisser leur bateau 8 heures tout seul, donc ils ont un sommeil polyphasique. Alors il y a plusieurs méthodes de sommeil polyphasique. Eux, ils adoptent une méthode qui s'appelle Huberman, je crois, qui consiste à dormir 20 minutes toutes les 4 heures, ce qui donne au total 2 heures de sommeil. Donc moi j'ai choisi une méthode qui fait aussi un total de 2 heures par jour, mais qui est divisée en 30 minutes toutes les 6 heures, parce que ça correspond mieux à mon emploi du temps et à ma façon de travailler. Et en fait, à l'expérience, je trouve que c'est un peu plus difficile que l'autre méthode des 20 minutes toutes les 4 heures. Donc je dors effectivement 30 minutes toutes les 6 heures, donc de midi à midi et demi, de 18h à 18h30, de minuit à minuit et demi et de 6h à 6h30. Ce qui me laisse environ 18 à 20 heures de travail pour écrire. Waouh. Et ce rythme-là, tu peux le tenir combien de jours, combien de semaines? Alors au départ, dans un autre livre que j'avais écrit avant sur le développement personnel, je l'avais fait pendant 2 mois, donc les 5 semaines d'écriture, et puis plus après parce que je me sentais bien là-dedans. Et puis après, j'ai arrêté parce que je donnais des formations, et quand je donne des formations, c'est difficilement compatible. Mais là, ça fait bien un an que je suis à ce rythme-là, et que je l'interromps juste 1 ou 2 jours ou 3 jours quand je donne une formation. Mais sinon, je suis vraiment dans le suivi, et c'est beaucoup moins difficile qu'avant en fait. Alors ce que je peux donner comme détail aussi, parce que si vous faites ça, il faut faire attention, 2 heures par jour, c'est pas pareil que 2 heures par nuit. 2 heures par nuit, on ne tient pas longtemps. Mhm. 2 heures par jour, c'est très très différent. Pourquoi? Parce qu'on a je peux expliquer un petit peu? Bien On a le sûr, moi, temps? ça Ok. m'intéresse. Voilà. Parce qu'on a bon, vous savez sûrement, on a plusieurs cycles de sommeil dans une nuit, hein. Alors, selon les gens, c'est 3 à 4 cycles, et chaque cycle dure, selon les personnes, 90 minutes ou 120 minutes, ça dépend vraiment des gens. Et dans chaque cycle, on a la dernière période du cycle, pardon, qui s'appelle le sommeil paradoxal, et qui est vraiment la partie la plus réparatrice du sommeil. Et elle est indispensable. On a fait l'expérience de priver des oiseaux de cette partie-là du sommeil. On les laissait dormir, mais on les empêchait de faire du sommeil paradoxal. Au bout de 3 semaines, ils mouraient. Donc on a vraiment besoin de ce temps-là. Et ce temps-là, il arrive dans les dernières minutes seulement du, du sommeil, du cycle de sommeil. Au total, dans Ouais. une nuit, on accède, si on totalise toutes les phases de sommeil paradoxal au cours des différents cycles, on arrive à peu près à 2 heures de sommeil paradoxal. Et Mhm. lorsqu'on dort 2 heures par jour, donc en fraction de 30 minutes, il y a une période d'adaptation qui est très difficile. Voilà, moi, ça a duré 15 jours. Pour la plupart des gens, ça dure 10 jours environ. Mais pendant 15 jours, j'ai eu des moments de désorientation complètement, de décalage, enfin, c'est assez difficile. Et puis après ça, quand le cerveau a compris qu'il n'aura pas droit à plus de 30 minutes de sommeil, eh bien, au lieu de déclencher le sommeil paradoxal en fin de cycle, il le déclenche dès les premières minutes de sommeil. Ce qui Wow. fait qu'on s'endort et boum, au bout de 3 minutes, on est en sommeil paradoxal. Et résultat, au total, de ces quatre phases, on arrive à presque 2 heures de sommeil paradoxal, à peu près l'équivalent de ce qu'on obtient dans une nuit de 8 heures normale. Je ne sais pas si j'étais clair. Ouais, 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 ouais. Mais écoute,
assez bluffant. Ouais. Clairement, quand on entend ça, on pourrait se demander, OK, Eric, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ta santé est préservée? Et bah, quand je vois ton visage, tu respires la santé, tu as un sourire souriant, plein de soleil. Donc, waouh, super intéressant. Alors oui, ma santé est préservée. Maintenant, je n'encourage pas les gens à le faire sur du long terme parce qu'il n'y a aucune étude qui démontre des effets à long terme. On ne sait pas ce que ça donne à long terme. Il y a des gens qui l'ont fait à long terme. Je crois que c'est Picasso le faisait, Léonard de Vinci aussi, peut-être Salvador Dali faisait Waouh. ce genre de choses. Alors, il y en a un des trois qui ne se fixait pas une limite avec un réveil, mais il s'asseyait, il tenait une cuillère en métal dans sa main, et il avait un plateau métallique au sol, et dès que la cuillère tombait, il estimait qu'il avait assez dormi. Waouh, super intéressant. Donc, effectivement, on comprend mieux comment tu peux bah, produire un livre en aussi peu de temps. Et je pense que c'est une, une grande force que tu as. Oui, alors je ne sais pas si c'est une force, ça vient aussi d'un défaut que j'ai, hein. C'est pour ça que je ne me vante pas forcément d'écrire des livres vite. Mon défaut, c'est que je peux me lasser assez vite d'un projet. Voilà, si ça traîne en longueur, je risque d'abandonner. Alors comme je me connais et que je ne veux pas abandonner, je fais tout pour que les choses durent vite. C'est pour ça que mon DTM, par exemple, il a duré 3 ans au lieu de 10 ans. De 10 ans, je crois que je n'aurais pas tenu. Donc j'admire les gens qui tiennent sur la longueur. Moi, si je le fais vite, c'est plus un défaut qu'une qualité en vérité. Ouais. Et donc Par un rapport, livre comme ça, très souvent, ça s'écrit en 3 mois. Et 3 mois pour écrire un livre, ça me paraît trop. J'ai trop peur d'abandonner en cours de route. Donc en 5 semaines, ça va. ouais, ok. Retour chez Toastmasters. Pour les personnes éventuellement qui ne connaissent pas très bien ou pas encore Toastmasters, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a appris? Ouais, vas-y. Alors ce que ça m'a apporté et appris, bien sûr, c'est de prendre la parole en public. Bon, je savais déjà prendre la parole en public, hein, parce que j'étais formateur, mais ça m'a appris à structurer de façon différente. Mais bon, ça, je pense que ça montre ça à tout le monde. Mais moi, j'ai plutôt envie d'attirer l'attention sur un aspect qu'on ne mesure pas quand on entre, parce qu'il n'y a pas trop de communication là-dessus sur Toastmasters, hein. C'est vrai qu'on y va pour apprendre la parole. Et moi, je trouve que la richesse, c'est qu'on apprend à écouter. Et ça, c'est vraiment super important. Parce que pour parler, il faut savoir écouter. Et par exemple, pour écouter, il y a un rôle qui est très important, qui est le rôle d'évaluateur. On écoute le discours de quelqu'un, on prend des notes, et ensuite, on va venir devant tout le monde dire ce qu'on a pensé de ce discours, les points forts et les points à améliorer. Et au début, quand j'entendais les évaluateurs évaluer, je me suis dit, mais j'ai rien entendu tout ça, moi, mais j'ai pas vu, mais comment je vais faire pour évaluer un discours? Je vois pas, je n'entends pas, et je me suis éduqué comme ça, je me suis exercé, et maintenant, bah, quand j'écoute un discours, je suis tout à fait apte à l'analyser et à en faire un retour. Pour moi, c'est vraiment énorme. Je me suis rendu compte que je ne savais pas écouter un discours auparavant. Ouais, super intéressant. Effectivement, le rôle d'évaluateur fait partie des rôles pas faciles au départ, mais ça apprend effectivement à waouh, ouvrir grand ses yeux, grand ses oreilles, être également à l'écoute de ses sensations, de ses ressentis, de ses émotions. Et c'est un très bon exercice que d'écouter, hein, et de faire sa restitution ensuite derrière. Ouais, Ouais. Et à partir du moment où j'ai pu faire des évaluations correctes, je me suis rendu compte que ma prise de parole aussi progressait. ouais. Et est-ce que tu es bon en impro? Ah, très mauvais. Tu le sais, pourquoi tu me poses la question. Très très mauvais. Et Non, non. c'était mon objectif de l'année dernière de progresser, mais avec le confinement, j'ai pas pu atteindre cet objectif-là. Mais ça reste toujours un objectif que je souhaite atteindre, et donc je vais me le fixer pour cette année, progresser en improvisation. Ouais, ouais. Bon, je pense que tu le sais, on est toujours très sévère, enfin, plus sévère que les autres avec soi-même. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir à l'occasion d'un atelier, hein, Table Topics, et waouh, moi, je me souviens très bien que tu nous avais bluffé, quoi. Ben, tant mieux, moi je suis pas du tout content de moi quand j'improvise. Non, non, je sais que Ouais, bah, waouh. j'ai Qu'est-ce que encore ce beaucoup, sera? beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que ce sera quand tu auras passé donc davantage de temps à travailler donc spécifiquement là-dessus, quoi.
Donc, par rapport à ça, est-ce que tu comptes sur les petites séances d'improvisation dans les réunions Toastmasters, ou bien tu vas t'appuyer sur d'autres leviers pour développer cet art de l'impro? Je vais effectivement m'appuyer sur les séances d'improvisation de Toastmasters. Je vais me porter volontaire chaque fois que c'est possible et faire des table topics avec toi. Si, je ne sais pas si tu continues cette année à en faire, mais ce sera volontiers que j'en ferai. Et j'ai envisagé aussi de faire un stage avec une ligue d'improvisation. Il y a des clubs d'improvisation comme ça qui font des stages de une journée, 2 jours, 3 jours, et j'ai envie de faire ce genre de choses-là. Ça, c'est mon objectif de l'année. J'ai un autre objectif aussi qui est tout à fait complémentaire, que je voulais faire l'année dernière, c'était m'inscrire dans un stage de stand-up aussi. Hmm, Parce ouais, que c'est pas du tout pour faire du stand-up, mais je trouve que le stand-up est un bon outil à intégrer dans son bagage pour prendre la parole en public en tant que conférencier. ouais. À titre perso, je suis très fan du stand-up. Moi, ça me plaît beaucoup, ça m'inspire Oui, beaucoup quand je vois donc des personnes comme ça sur scène. J'ai eu l'occasion aussi de faire du théâtre d'improvisation dans une ligue d'impro. Et je pense que c'est une expérience qui m'a été très, très, très bénéfique sur le plan de la prise de parole. Ça m'a rendu, je pense, plus théâtral. Je pense, un peu libéré, décoincé. Ça m'a rendu, ça m'a permis d'être un orateur, je trouve, plus riche, oui. plus intéressant, plus vivant, plus riche. Et je conseille vraiment aux autres membres d'explorer, d'essayer un jour ou plus un cours de théâtre d'improvisation. Oui, je pense que c'est important d'aller un peu plus loin dans la spontanéité. Ouais. Et en parlant d'aller plus loin, est-ce que en dehors donc de ce que tu as cité, tu as envisagé d'autres pistes pour améliorer ton aisance à l'oral? En dehors de la ligne d'improvisation et du stand-up, euh, j'avoue que je n'ai pas envisagé. J'ai fait un stage de théâtre aussi, qui travaillait sur les émotions, Mhm. mais j'ai pas pour l'instant envisagé d'autres pistes là. Pour cette année, c'est déjà pas mal comme objectif, et l'année d'après, j'essaierai d'en trouver d'autres qui pourraient me permettre de m'améliorer. Euh, j'ai envisagé, enfin, aussi si l'occasion se présente, de pouvoir être maître de cérémonie, parce que c'est un exercice encore différent du conférencier, où là on est plus en retrait et on doit mettre en valeur les autres. C'est un peu un exercice qu'on aborde quand on est un animateur d'une réunion. Un animateur d'une réunion en Toastmasters, c'est un petit peu maître de cérémonie, mais j'aimerais passer à une étape un petit peu au-dessus au cours d'une soirée. Ouais, ok. Retour au livre. Oui. Donc, donc au 1er septembre est sortie la suite de l'ouverture du discours qui s'appelle le final du discours. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots? Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet ouvrage? On va trouver des techniques, donc c'est le pendant de l'ouverture du discours, des techniques pour avoir une conclusion qui soit mémorable et qui incite les gens à passer à l'action. Parce que c'est vraiment le but d'une conclusion, c'est de rester dans les mémoires et d'inciter les gens à passer à l'action. Donc on va apprendre 28 techniques qui seront classées aussi comme par catégorie, par mission. Moi j'appelle ça des missions pour la finale, des missions que j'ai réunies sous l'acronyme DEBOUT. Donc D, c'est pour digeste, puisqu'il faut proposer au public un digeste. Un digeste, c'est un mot français, ça existe en anglais, mais c'est aussi un mot français. Digeste, ça veut dire résumé. La mission de la conclusion, c'est déjà de récapituler tout ce qu'on a dit. Mhm. Euh, Ensuite, le E, c'est pour émotion, susciter l'émotion dans la conclusion. C'est vraiment l'endroit où il faut en faire le maximum. C'est même ce que conseillait déjà Quintilien et Cicéron. Et pour eux, c'était dans la péroraison qu'il fallait vraiment le plus se livrer à susciter l'émotion. Ensuite, le B, c'est pour bouger, parce qu'il faut faire bouger les gens, les faire bouger, c'est-à-dire les faire passer à l'action. Ouais. Et le OU, c'est coudre l'ourlet. Et ça semble très important, c'est assez souvent négligé dans une conclusion. Ce que j'appelle coudre l'ourlet, c'est vraiment finir la conclusion. Quand il n'y a pas d'ourlet, le tissu s'effiloche. Et c'est ce qui arrive assez souvent à certaines conclusions. Ça s'effiloche, on ne sent pas la fin, ça finit, comme on dirait en eau de boudin, de façon assez familière. Donc voilà ce qu'on va apprendre dans ce livre. Les 28 techniques sont réparties justement dans chacune de ces missions. Il y a 7 techniques par mission, sachant qu'une technique peut convenir à plusieurs missions, mais elle a généralement une mission
principal. D'accord. Une question qui me vient, c'est où est-ce que tu as trouvé ces 28 techniques hein, pour le final et toutes les techniques pour l'ouverture? Est-ce que ça vient de lecture que tu as eue ou est-ce que ça vient également donc, de l'expérience que tu as eue toi-même sur le terrain? Ça vient d'un peu partout, ça vient déjà de mon expérience, de la façon dont moi-même je rédigeais mes discours, et je me suis aperçu que dans mes introductions, mes conclusions, j'utilisais des techniques différentes. Ça me vient aussi des conférences que j'ai écoutées et que j'ai analysées, et puis ça me vient de membres Toastmasters qui m'ont donné des idées aussi. Je pense à Fred Chaz qui m'avait suggéré pour l'introduction de parler de la technique du callback, à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Le callback, c'est-à-dire faire référence dans son introduction à un événement qui s'est produit avant. Donc ça peut être un Mhm. événement, ça peut être ce qu'a dit un conférencier précédemment ou un petit incident qui s'est passé à l'ouverture de la cérémonie. Voilà, le callback. Et donc, et puis ça vient de mes recherches personnelles, oui, j'ai réfléchi un peu sur un papier, je me dis voilà comment on pourrait introduire, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme façon, ou conclure. Mhm. Donc ça vient d'un petit peu tout ça. Alors je ne dis pas que ces 28 techniques, aussi bien pour l'introduction que pour la conclusion, sont les seules. Il y, a, il y en a d'autres, mais j'ai estimé que c'était les plus efficaces pour atteindre l'objectif, pour l'ouverture, c'est-à-dire de capter l'auditoire, et pour la conclusion, de rester dans les mémoires et d'inciter le public à bouger. Ok, ok. L'ouverture du discours, le final du discours. Est-ce que tu connais déjà le titre de l'ouvrage à suivre? Oui, bien sûr, il est en pré-vente sur Amazon. Ça s'appelle La Il est structure déjà du en discours. pré-vente, Oui, la oui. structure du discours. Je suis en plein D'accord. dedans, je suis en Ok. train d'écrire. La structure du discours, donc là, on va s'intéresser principalement au développement, c'est-à-dire que le corps du discours entre l'introduction et la conclusion, entre l'ouverture et le final. On va s'intéresser à cette partie-là, mais on verra aussi l'ensemble du discours depuis le premier mot jusqu'au dernier mot, puisque l'ouverture et le final ne sont pas gérés de la même façon selon les structures qu'on adopte. D'accord. Ok. Alors, pour les personnes qui sont intéressées par ces ouvrages, est-ce que tu peux nous dire comment on peut se les procurer? Ben, on peut se les procurer sur Amazon, tout simplement, aussi bien la version papier, qu'on appelle la version brochée, que la version numérique. Tout est sur Amazon. Alors, la version numérique en téléchargement et la version brochée est expédiée par la poste. D'accord. Et aujourd'hui, le final du discours est gratuit en téléchargement. D'accord. Ok. Je mettrai les Et là, liens, d'accord. je mettrai les liens sous la vidéo. À propos des versions, il y a une version papier, il y a une Oui. version numérique, mais il y a aussi une version pour hommes et une version pour femmes. En tout cas, pour le livre L'ouverture du discours, je ne sais pas si tu as continué cela pour les autres. Non, en fait, c'est pour un autre livre qui était avant, c'était Les 7 cavaliers du succès. Il y avait une version homme, une version femme. Ah, je Mais pour confonds. oui, pour l'ouverture du discours et le final du discours, il n'y a pas de version homme, une version femme. J'ai pas estimé que c'était pertinent à ce moment-là. Il n'y avait pas assez d'adjectifs qui soient genrés pour que je prenne le temps de faire deux versions. Donc, je n'ai pas fait ça. D'accord. Bon. Alors, pour les personnes qui te découvrent, qui aiment le personnage et qui éventuellement voudraient découvrir tous les bouquins, donc ils peuvent aller sur Amazon et taper tout simplement ton nom, Eric Ba. Oui, en tapant mon nom, oui. Ouais. Oui. Ok, très En bien. tapant Eric Bas, et puis ça le donnera le lien vers ma page auteur. J'ai une page auteur sur Amazon où la liste de mes livres sont référencés. Ouais. Très bien. Alors, il est 16h10, on parle depuis environ oui, 35 minutes, 40 minutes. On va aller à la conclusion, on va aller au Oui. final, au final de l'interview. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose de particulier par rapport, je ne sais pas, à ton expérience chez Toastmasters, par rapport à ta casquette d'auteur ou toute autre chose? Oui, ce que je pourrais ajouter, c'est que le plus important, bon, c'est vrai que j'écris des livres, il y a de la théorie, etc. Mais ce que je dis bien dans ces livres, c'est qu'il faut pratiquer. C'est vraiment important de pratiquer. Il ne suffit pas de lire des livres, il ne suffit pas de rester assis dans son siège. Je vois parfois des gens dans les clubs Toastmasters qui sont inscrits, et un mois plus tard, 2 mois plus tard, ils n'ont toujours pas fait de discours. Certes, ils ont fait des petits rôles comme chronométreur, c'est-à-dire mesurer le temps des intervenants, et ils ont pris le rôle de grammairien pour évaluer les erreurs, mais ils n'ont toujours pas fait de discours au bout de 2 mois, et j'en ai vu même qui ont traversé l'année sans faire de discours. Si on s'inscrit à Toastmasters pour rester en prise de parole en public, il faut à tout prix faire des discours.
Ouais, ouais. Il faut absolument passer à l'action, même si ça fait peur, même si ça peut faire un petit peu mal parfois. Il faut absolument se forcer, se lancer. Et ouais, c'est vraiment indispensable. Ouais. Et pourquoi, ce qui peut aider, c'est de prendre un engagement, c'est-à-dire aller voir la personne qui planifie les discours, en général c'est le vice-président formation, et lui dire à telle date, je donne un discours. Et si vous avez peur de ne pas avoir le temps, ben, vous donnez une date dans 2 mois, dans 3 mois. Mais l'important c'est qu'il y ait une date, il y ait un engagement. Ouais. La force de l'engagement envers autrui sera toujours beaucoup plus forte que la force de l'engagement envers soi seulement. Oui, Ouais, oui. ok. Sinon on a toujours des excuses pour mettre ça plus tard. Ouais. Ok, mais écoute, Eric, on va en rester là. Donc j'ai téléchargé cet après-midi donc la version gratuite du final du discours. Donc voilà, je vais le découvrir et je pense que je vais trouver beaucoup de choses intéressantes, hein, tout comme avec l'ouverture du discours. Merci infiniment pour ce que tu partages. C'est vraiment hein, des connaissances qui vont être utiles aux gens. Prends soin de toi et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en vrai, en présentiel, Oui, un de ces quatre. avec plaisir. Et écoute, merci Patrice de m'avoir donné l'occasion de discuter avec toi et de faire connaître mes livres à ton public et ma façon de voir l'art oratoire. Merci beaucoup Patrice. Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cette conversation. Si tu veux en savoir plus sur Eric et sur les deux ouvrages évoqués, je t'invite à jeter un œil dans la description. Je me suis rendu compte après notre conversation que j'avais oublié d'évoquer le fait que mon nom apparaît dans son livre, L'ouverture du discours. Cela n'arrive pas tous les jours et je tiens à le remercier chaleureusement. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci encore pour ton écoute et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!